à deux salles, deux ambiances, le doux parfum de l'immortel et pour une autre vie. Il y en a pour tous les goûts, hein, je le disais, et je suis ravi de vous accueillir dans la boîte. La première question, je suis désolé, elle va pas être très originale, mais vous avez l'habitude et en plus je vous ai prévenu. Je suis comme ça. Le pitch. Le pitch, bien. Je vois que tu es attentive, c'est très très bien. Incroyable, le pitch. Eh bien, Eva, on va commencer avec toi. Il parle, puisque tu étais la première à avoir du son. Oui, je fais comme ça. Ok. Il parle de quoi? C'est pour rire, hein, Sabrina. Il parle de quoi ce roman, Le doux parfum de l'immortel, si tu devais le pitcher pour les gens qui nous écoutent? Alors, en quelques mots, Le doux parfum de l'immortel, c'est l'histoire de Pablo. C'est un jeune Corse qui débarque à Bruxelles l'été de ses 18 ans. Il n'a plus personne en Corse, il ne veut plus en parler, c'est derrière lui. Il va rencontrer Lou à l'université, ils vont faire leur vie à la mer du Nord et ils ont une vie assez paisible. Et puis 10 ans plus tard, il va se passer quelque chose qui va faire que Lou a besoin de savoir ce qu'il fait là et ce qui lui est arrivé en Corse avant de tout plaquer. Elle va chercher un petit peu dans ses souvenirs, dans ses boîtes de souvenirs, dans les lettres qu'elle va trouver, etc. Et elle va percer son secret. Et le roman est construit de façon à alterner leur vie actuellement à Bruxelles et puis à la mer du Nord et ses souvenirs d'enfance en Corse avec sa petite sœur et ses parents pour essayer de comprendre au fur et à mesure de l'histoire ce qui lui est arrivé. Suspense. Voilà. J'ai préparé mon pitch, mais je n'aime pas ça. On voit que tu as l'habitude. Hein. Waouh. Je ferai pas mieux. Je ferai pas mieux. Sabrina, comment est-ce que tu pourrais résumer Pour une autre vie? Et j'ai envie de te dire bonne chance. Je me suis bien préparée aussi. Pour une autre vie, c'est une dystopie. On fait un saut dans le temps. On est en 2055 aux États-Unis. On est dans un monde qui n'est pas très joli. Il y a eu pas mal de catastrophes naturelles qui ont mené à des migrations climatiques, des guerres sociales. Beaucoup de terrains sont plus cultivables, donc on mange de la nourriture synthétique, on ne peut plus choisir son job, on a une vie assez monotone et qui ne laisse pas beaucoup de place aux rêves. Et donc, on va suivre l'histoire de Grace, qui est une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui vit avec sa maman dans un petit appartement et qui refuse en fait de vivre une vie comme ça, à attendre qu'elle passe et à ne rien pouvoir faire. Et un beau jour, elle reçoit une invitation pour participer à une expérience sociale. Donc, elle va pouvoir aller vivre 1 an dans un bunker dans lequel elle va découvrir la vie d'antan, elle va participer à des ateliers, rencontrer d'autres gens. C'est une bonne centaine de participants à être dedans. Et donc, elle accepte parce qu'en échange de sa participation, elle va avoir des avantages qu'elle ne peut pas décliner. Elle va pouvoir voyager, elle va pouvoir choisir un job, on va effacer ses dettes quand elle sortira. Donc, elle accepte. Mais une fois qu'elle est à l'intérieur, elle se rend compte qu'on lui a vendu du rêve, qu'il se passe pas mal de choses étranges et donc elle se demande si l'expérience n'est pas les participants et pas l'objet de leur invitation. Il s'en passe des choses dans ce bunker. On va un peu en parler sans vous gâcher le plaisir. Et Doro, ça va vous faire plaisir, nous dit 2 pépites. Bah oui, ça fait toujours plaisir pour commencer une émission, ça, évidemment. J'ai plein de thèmes, plein de questions. Si vous en avez dans le chat, bah vous n'hésitez pas, je me fais un plaisir de les lire, de les relayer, de les intercaler entre les miennes. Je fais ce que je peux, mais n'hésitez surtout pas. C'est là pour ça, comme on dit. Et je suis sûr que nos invités seront ravis de vous éclairer, mais pas trop, parce qu'il faut lire les livres. Eva, alors, dans vos 2 livres, alors j'ai trouvé plein de points communs et c'était pas gagné initialement. Okay. Ouais, vous m'avez compliqué la vie sur ce coup-là, on va pas se mentir. J'ai quand même trouvé des points communs. Et il y en a un qui est qu'on voyage, hein. On voyage dans l'espace, on voyage aussi dans le temps, mais ça, on en reparle. Le voyage dans l'espace, c'est important. Eva, avec ton livre, on prend son petit baluchon, alors on part plus au Pérou, mais direction la côte belge et la Corse. Pourquoi ces destinations? Alors moi, j'adore voyager. Et donc, écrire, ça me permet de revivre des voyages qui m'ont plu beaucoup. La mer du Nord, c'est un endroit où on adore aller. Coxyde, j'y vais depuis toujours. Et la Corse, on a fait un voyage il y a une petite dizaine d'années. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Et donc, voilà, pour ce 2e roman, je me suis dit que la Corse est ensoleillée, les plages sont belles. J'avais envie d'y retourner à travers mes mots. Et puis, la mer du Nord, même s'il ne fait pas toujours beau,
c'est quand même très beau. Et donc voilà, c'est simplement parce que j'aime voyager dans la réalité et donc j'aime voyager dans mes romans aussi. Et c'est facile de faire voyager par les mots? Parce que toi, tu aimes en tant que Euh, voyageuse, mais que dit la c'est romancière? difficile, c'est difficile de répondre à cette question moi-même. Moi, c'est facile de voyager dans mes propres mots. Après, est-ce que c'est facile de faire voyager le lecteur? Je pense que c'est pas à moi de répondre à cette question. Oui, c'est compliqué de répondre. Mais tu aimerais les faire voyager. C'est un, J'aimerais les faire voyager, c'est un évidemment. objectif quand tu commences à Oui, écrire, c'est oui, de oui, quitter le canapé en pensée. exactement. Moi, Et ça, bah, j'écris, je lis pour me faire du bien et donc j'écris pour faire du bien aussi. Donc c'est vrai que, quitte à écrire pour faire du bien aux autres, d'avoir un paysage idyllique, ça aide évidemment. et qui me fait rire, ça va te faire rire aussi. Il n'y a pas qu'à la mer du Nord qu'il ne fait pas toujours beau. Je On connais est un bien d'accord. clampin qui a passé une semaine dans le sud de la France sous la flotte, il n'y a pas bien longtemps. Oui, Mais Kiko. si ça peut rassurer Kiko, j'étais en voyage réto à la même période dans ce même sud de la France. Les élèves T'avais, s'en rappelleront. t'avais un kawaii. Exactement. C'est important. Et puis en voyage aussi, bah, tu disais, hein, Sabrina, dans ton livre, bah, au-delà du voyage dans le temps, ça on va en parler évidemment, on voyage, mais un chouïa plus loin que la Corse, Minneapolis. Pourquoi avoir placé cette histoire aux États-Unis? Parce que une bonne majorité de l'histoire se passe dans un bunker. Et donc, il existe des endroits dans le monde où des gens font construire des bunkers privés, où des sociétés construisent des bunkers pour les louer ou pour les vendre, et ils sont principalement situés dans le Dakota du Sud ou dans les pays de l'Est. Du coup, j'ai choisi de me diriger vers les États-Unis et donc de prendre comme point de départ Minneapolis et puis de descendre un peu plus bas pour le reste de l'histoire. Ça part de choses réelles, d'articles que tu as lus dans tes recherches en disant, ok, Minneapolis. Moi j'y étais il n'y a pas longtemps, je suis passé par l'aéroport, mais en coup de vent, hein, je suis pas resté très longtemps. Charmant petit endroit, mais c'est parce que dans cet endroit-là, tu as lu un article, quelqu'un t'a dit, c'est un bon endroit pour placer l'intrigue. Non, pas du tout. Je parle en fait dans le livre de sujets qui m'intéressent beaucoup, voilà, sur lesquels je vais m'arrêter quand je zappe à la télé ou que je vois un article. Tout ce qui touche au dérèglement climatique, aux avancées technologiques et autres. Euh, donc voilà, le point de départ est plutôt parti de là. Et puis j'ai trouvé un endroit géographique où le situer. Mais oui, le point de départ est la réalité du quotidien d'aujourd'hui. Et toi, Eva, la Corse, c'est parce que tu as choisi, donc tu as beaucoup de destinations possibles. Pourquoi celle-là? Franchement, par hasard. Pourquoi pas celle-là? Pourquoi pas Voilà. celle-là? Et comment est-ce que tu fais tes choix? Parce que finalement, il faut bien choisir à un moment. C'est plein de petits mots dans un Euh, chapeau. Il y a des gens, ils font oui. tourner le globe et ils mettent comme ça, pouf, et ils arrêtent. euh, Ici, pour les deux premiers, j'ai pris des endroits que je connais parce que c'est plus facile de décrire des lieux connus. Et donc voilà, la Corse dans les pays visités, c'est un lieu qui m'a beaucoup marqué, donc je l'ai choisi comme ça parce qu'il me plaisait bien. Donc c'était pas pour être invité dans des salons en Corse. Non, je dis pas non, hein. Si On quelqu'un pourrait, hein. veut, je veux. On lance à tout hasard le message. Ou à Minneapolis pour toi, c'est vrai. Je sais pas si t'as envie d'aller faire des dédicaces aux États-Unis. Pourquoi pas, finalement. Oui, bien sûr, je suis très bien. On Une changera traduction. de Google Maps. Une traduction et on est parti. Allez, quelle bonne Voilà, nouvelle. tout est Euh, envisageable. alors Eva, on parlait de la Corse, de tout ça. Sur la couve, et elle plaît beaucoup. On me l'a beaucoup dit en prévision de cette émission, quand on a su que tu venais. J'ai fait le petit visuel avec la couve. J'en me dis, oh mon Dieu, que ça a l'air beau. Est-ce que tu aimes cet aspect carte postale? Les couleurs, J'adore. la beauté, des décors, et puis ce qu'ils cachent aussi. Tout à fait. Et j'ai la chance de travailler avec deux jeunes graphistes qui avaient déjà réalisé la couverture du premier. Et je trouve qu'ils sont extraordinaires. Et ici, j'avais eu un coup de cœur pour la photo des deux enfants, en fait. Je l'avais trouvée sur une base de données. À la base, ils sont dans leur chambre. Mais voilà, je trouve que l'image reflétait vraiment l'émotion que je voulais faire passer. Et donc, je leur ai envoyé ça en disant, je voudrais ça.
mais sur une plage avec du soleil, avec voilà, en donnant tous les détails. Et puis ils m'ont envoyé plusieurs photos qu'ils avaient trouvées en me disant est-ce que tout vous plaît. Et puis ils ont tout mis ensemble pour faire cette couverture que j'adore. J'aime beaucoup la couverture de mon premier, je me suis dit ça va être dur de faire mieux. Et franchement, j'aime encore mieux celle-là. Et ce que cachent ces beaux décors, t'aimes bien jouer avec aussi. J'aime bien jouer avec aussi, oui. Les nuages ne sont pas... c'est pas un ciel bleu comme on a souvent en Corse, et c'est voulu. Sabrina, dans ce Minneapolis de 2055, c'est plutôt 50 nuances de gris par rapport aux couleurs? Plutôt, oui. Tu disais, il s'est passé pas mal de choses moches dans les années qui viennent, du coup. C'est une tendance du livre aussi? On est plus dans quelque chose de sombre pour que les personnes qui nous écoutent puissent situer un tout petit peu? Oui, on Ou est pas? plutôt dans quelque chose de sombre, avec des gens. Le paradoxe, c'est qu'on est avec des gens qui ont de l'espoir et qui veulent faire changer les choses, mais qui le font d'une manière, pour une des personnes qui n'est pas, voilà, qui ne reflète que son envie personnelle, et les autres se débattent avec ce qu'on leur a donné, en fait. Mais oui, le fond du livre est plutôt sombre, dans le sens où la société a pris un très mauvais tournant, et qu'il est peut-être trop tard pour donner un nouveau départ. Mais ils vont tenter quand même le coup et Parce qu'il y a des couleurs dans le bunker, pour rassurer tout le monde. Donc, cette expérience sociale un peu particulière que tu nous as imaginée, mais on recrée des choses comme un parc avec un grand arbre et des choses un peu plus joyeuses et colorées. Donc, ce n'est pas que du gris. Non, ce n'est pas que du gris. Ce qu'ils vont vivre justement dans le bunker est là pour recréer ce qu'ils n'ont pas eu la chance de connaître à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas que du gris. Ce qu'ils vivent et les moments de partage qu'ils ont sont là malgré tout. Alors, un autre point commun entre vos livres, vous allez voir, j'en ai trouvé vraiment. Oui, c'est vrai. C'est la formation en psycho de Lou et de Grace. J'ai l'impression, moi, que vous aussi, là, toutes les deux, en tant que romancière, vous aimez creuser les personnages pour leur donner du relief. Ce sont pas des personnages un peu en carton, comme on appelle ça chez moi. Il y a du relief. Comment ça se construit un bon personnage? Comment avez-vous travaillé? Eva, on va commencer par toi. Moi, j'écris des romans feel good parce que je veux que ça finisse bien et que ça fasse du bien au moral. Mais je n'aime pas les romans feel good guimauve, comme on dit, où tout se passe bien, où les personnages sont parfaits. Donc c'est vrai que j'essaye de les imaginer comme des gens que je pourrais rencontrer dans la vraie vie. Et quand j'écris, j'ai tendance à me voir un peu comme dans un film. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont là et qu'il se passe des choses et que je dois juste raconter ce que je vois. Et donc forcément, ils sont assez réels dans mon esprit. Et donc je pense qu'ils sont assez fidèles à la réalité. Et donc ils ont des bons côtés, des moins bons. Ils sont comme monsieur et madame tout le monde. Et je pense que c'est ça qui fait aussi des bons personnages. Hein. Et ce sont des gens que tu connais, ou l'addition de caractéristiques de gens que tu connais, ou des gens que tu observes, ou des gens que tu n'as jamais vus, que tu n'as jamais observés, et que tu as imaginé, mais qui vivent avec toi? Ça se passe comment? Oui, c'est ça. C'est des personnages que je ne connais pas. Donc je n'ai jamais quelqu'un qui me dit « Ah, Pablo, c'est moi » ou « Lou, c'est moi ». Par contre, des petites anecdotes du livre que mon frère et ma sœur reconnaissent, ou un petit trait de caractère. Je pense que je mets dans mes personnages beaucoup de ma famille, de mes amis, de mes élèves, des choses que j'entends autour de moi. Donc je mets dans mes personnages un petit peu de moi, dans chaque roman et dans chaque personnage. Mais pour autant, je fais en sorte qu'un personnage ne ressemble jamais à une personne que je côtoie. Et pour me faciliter la vie, je prends des prénoms que je n'ai pas dans mon entourage. Que les gens ne se reconnaissent pas. Se reconnaître, ça ne me dérange pas. Pour moi, je me dis que si je prenais un prénom, mon frère, forcément, le personnage va s'apparenter à mon frère. Et donc, pour pouvoir prendre cette distance, je choisis des prénoms inconnus, en disant comme ça, je peux créer le personnage de toute pièce et en faire ce que je veux.
Ça tombe bien que t'en parles, c'est une question qui revient souvent chez les personnes qui commencent à écrire, ou même qui écrivent souvent, ou qui n'écrivent pas du tout. Comment on choisit les prénoms de nos personnages? Toi, tu fais comment? Alors les prénoms masculins, c'est très facile. On avait une longue liste de prénoms pour notre petit garçon. Et donc je me suis dit, puisqu'on ne fera rien des autres, je vais les utiliser dans mes romans. Donc voilà, les prénoms masculins, c'est très facile. Et les prénoms féminins, je prends des prénoms que j'aime bien. Ou parfois, il y a des personnages qui n'ont pas de prénom et je mets elle ou il pendant de nombreuses pages. Et puis le prénom apparaît comme une évidence en fonction du caractère de la personne. C'était le cas de Valentine dans le roman précédent, qui n'avait pas de prénom parce que je ne ferais rien de coller jusqu'à ce qu'à la page 50, je me dise Valentine, ce sera bien. Et donc voilà, soit je les choisis, soit ils s'imposent d'eux-mêmes. Et toi, Sabrina, comment ça se construit un bon personnage pour toi? Moi, dans le roman ici, je voulais essayer de leur donner un peu plus de caractère, justement, et de les décrire un peu plus que ce que je n'avais fait dans le premier roman. Du coup, j'ai fait une fiche, en fait, pour chacun des personnages où je leur créais un peu une personnalité avant d'entamer l'écriture du roman pour essayer d'être consistante, en fait. Et donc, la fiche inclut aussi bien les traits de personnalité que des images pour le physique, l'âge, voilà, un peu de leur passé, sans rentrer dans les gros détails, mais oui, j'essaye de faire une fiche signalétique. Et c'est quoi les caractéristiques où tu dis ça va être un bon personnage? Il faut quoi dedans comme ingrédient? Pour moi, il faut déjà un peu de leur histoire personnelle pour justifier peut-être les réactions qu'ils vont avoir face à certains événements ou les relations qu'ils vont entretenir avec les autres. Donc, je pense que ça, et puis voilà, l'âge, mais surtout le psychologique, je pense, qui est important. Et les prénoms? Comment tu choisis? Il y a Loïc dans le chat qui nous donne une super idée. Fun fact pour le choix des noms. Il y a un auteur américain, et je veux bien son nom parce que c'est une super idée, qui va au cimetière tout près de chez lui et qui prend les noms sur les pierres tombales pour nommer ses personnages. Je trouve l'idée vraiment, vraiment très très bonne. Est-ce que tu sais qui c'est? Ou t'as entendu sans te rappeler? C'est une très bonne idée. Tu fais comment toi, Sabrina? Tu vas dans le cimetière du coin? Non, pas encore, mais... Non, voilà. En fait, j'imagine tous les auteurs qui nous écoutent, on va tous se croiser dans les cimetières, ça va être n'importe quoi. Ouais. Ça peut être drôle. Non, moi, c'est plus classique. Je tape liste de prénoms à telle origine ou autre, et puis je choisis. Dans les noms d'acteurs ou autres. Noms d'acteurs. Et Benjamin Whitmer, sauf erreur. Eh ben, je vais noter l'idée, elle est pas bête du tout. Et notamment, un de tes personnages, Sabrina, qui a retenu mon attention, c'est Georges, ce bon Georges, parce que la particularité avec lui, c'est que, et quand je vous disais, ce sont des personnages en relief, on le suit depuis qu'il a 5 ans, et puis on le suit toute sa vie ou presque, jusque quand on arrive dans le livre en 2055. C'est amusant comme ça de retracer une partie de la vie de quelqu'un depuis ses 5 ans, parce que c'est un personnage amusant quand on a 5 ans, et puis ça grandit comme ça. Ça t'a permis quoi de travailler de cette manière-là? Oui, l'histoire de Georges, j'ai vraiment aimé l'écrire, parce que justement, elle est bien complète. Donc, de 5 à 10 ans, je me suis beaucoup inspirée de mon fils, de son esprit créatif. Donc, ça a été assez facile à mettre le personnage en place dans ces âges-là. Et puis, j'essaye de me mettre un peu dans sa peau et d'évoluer à travers lui au fil des années et de retracer son histoire qui, au fil du temps, va s'intégrer dans l'histoire de Grèce. Donc, les deux histoires se rencontrent. Et ça prend tout son sens au fil du livre. Et cette double temporalité, c'est aussi un point commun entre vos livres, si ça c'est pas beau, puisqu'on voyage dans le temps. Eva, les personnages ont un passé, ils ont un présent, tu l'as dit tout à l'heure, on est entre les deux.
Comment on fait pour jongler avec cette double temporalité? Ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant? Alors moi j'écris la partie maintenant d'une traite, et puis la partie avant d'une traite, et puis j'intercale mes chapitres. Donc je ne jongle pas avec la temporalité quand j'écris. C'est marrant ça. Tu fais 2 recettes séparées et puis on Exactement. mélange. Exactement. Et ça s'emboîte bien? Ou tu te dis parfois, oula, Alors une fois que c'est emboîté, il m'arrive d'aller rechanger des passages pour faire le lien entre les deux, rajouter des détails. Donc après c'est repeaufiné, mais vraiment le premier jet c'est les deux séparés et puis on mélange les deux. Parce que contrairement à Sabrina, je travaille sans plan du tout, et donc il faut que ce soit très frais dans mon esprit. C'est ça que j'écris vite. Et donc si je commence à mélanger les temporalités et les lieux, j'arrive pas au bout. mais ça veut dire aussi que tu as la fin alors, avant de commencer ou... En général, j'ai le rebondissement principal du milieu du roman, et après je me laisse porter par les personnages. Et dans ce cas-là, tu as fait quoi en premier? Tu as fait le présent. D'accord. Le présent. Et Doro pourra confirmer qu'il arrive qu'un personnage soit blond, et puis 20 pages plus loin, soit brun de cheveux. Voilà, c'est le genre de choses qu'elle aime en me disant, je crois qu'il y a une petite erreur. Donc, c'est important, les relectures, les bêta-lecteurs? Tu te c'est fais très beaucoup très relire? important. Oui. Et toi, Sabrina, voyage dans le temps, on le disait, tu as imaginé le monde en 2055 pour écrire ce livre. Comment as-tu fait pour te projeter dans l'avenir tout en expliquant comment on en est arrivé là? J'ai regardé le présent et je me suis dit à quoi est-ce qu'il pourrait bien ressembler dans 30 ans. J'ai relu quelques articles aussi, il y a beaucoup de rapports, les rapports du GIEC, je les lis pas dans l'intégralité, mais les grandes lignes, tous les faits d'actualité qu'on entend. Donc j'ai commencé à me projeter, à écrire quelques événements qui sont susceptibles de se produire. Et alors, ce qui est marrant, c'est que mon patron a relu mon livre en tant que bêta-lecteur et il m'a justement envoyé un article qu'il venait de lire quelques jours avant, où il relatait que dans quelques années, le monde serait comme ça. Par exemple, dans mon livre, je dis que les gens vivent dans des appartements qui se ressemblent tous, qui n'ont aucun goût, et le temps de l'eau sous la douche est limité. Et donc, dans le fameux article, il disait oui, que ça allait devenir une réalité, qu'on allait tous être rationés en eau ou autre. Donc, j'étais assez contente de voir que les projections n'étaient pas si irréalistes, qu'on pourrait très bien se retrouver dans cette situation-là dans quelques années. Il y a beaucoup de recherches derrière. Tu as vérifié beaucoup de choses, j'ai l'impression. Tout, oui, tout. Je voulais pas rentrer dans le roman écologique, fataliste, mais je voulais pas non plus rentrer dans quelque chose de farfelu. Et donc, je voulais que tout ce qui est décrit soit possible et que tout ce qui se passe dans le futur puisse vraiment arriver. Voilà, sans vouloir faire non plus un roman qui fait peur et qui sera la réalité, mais j'ai essayé de m'imaginer un monde qui pourrait arriver. Et un monde plein de secrets, parce que ça aussi c'est un point commun. On parlait de vos personnages il y a un instant, j'ai l'impression que vous aimez toutes les deux les secrets que ces personnages peuvent avoir. On fait comment pour cacher les choses au lecteur et les tenir en haleine, Eva? J'adore les secrets de famille. Après, pour tenir le lecteur en haleine, je trouve que dans un livre, c'est relativement facile, parce qu'il suffit de ne pas décrire et d'orienter le lecteur sur autre chose, en fait. On me demande parfois si j'aimerais voir mes livres adaptés à l'écran, et je me dis souvent que ce qui passe à l'écrit ne passerait pas sur un écran, parce qu'on verrait beaucoup plus vite. À l'écrit, je trouve que c'est facile d'orienter le lecteur sur autre chose pour ne pas qu'il se rende compte qu'en fait, on n'a pas parlé d'un détail ou de l'autre. Et donc, voilà, j'aime bien jouer avec ça. Et toi, Sabrina, les secrets, ils en ont beaucoup dans ce livre. Ils en ont beaucoup, oui. Moi, j'adore lire des livres où, quand on finit un chapitre,
on a du mal à s'empêcher de lire le suivant. Il m'arrive parfois même d'arrêter de lire en plein milieu d'un chapitre pour être sûr de pouvoir m'arrêter et dormir. Donc j'essaye de reproduire ça en fait dans les dernières lignes, de donner envie au lecteur à lire le chapitre suivant. Sauf que le chapitre suivant, c'est l'alternance avec la deuxième histoire. Et donc en fait, c'est un peu une suite sans fin, mais j'essaye beaucoup de jouer avec ça. Je ne sais pas si c'est réussi, mais c'est ce que j'essaye de mettre. Empêcher les gens de refermer le livre. Toi aussi, Eva, c'est important le page turner. Oui. Même si on n'est pas dans du thriller pur et dur, mais on peut quand même utiliser ça quand on fait d'autres genres. Oui, on peut l'utiliser. Et moi, j'écris des chapitres très très courts. Et donc, c'est vrai que c'est l'intérêt de se dire si on arrive à convaincre le lecteur et qu'il se dit « Ouais, mais le suivant, il fait que 2 pages », on arrive facilement à le convaincre d'entamer le suivant. Moi, si je lis un livre avec un chapitre qui fait 30 pages et que je suis fatiguée, même si j'ai envie de savoir, je vais me dire « Non, il fait 30 pages, je commence pas ». Si le chapitre après fait 4 pages, je me dis « Oui, 4 pages, je peux ». Et puis en fait, j'en lis 40 parce que je me dis 10 fois ça. Et donc voilà, j'essaie de le reproduire aussi. D'où l'importance de varier les temporalités ou les voix qu'on passe d'un personnage à l'autre. On est parfois dans ça pour donner du rythme, pour avoir donné de l'envie aux lecteurs de ne pas dormir, de rater leur station de métro. C'est très drôle, hein, ça, quand on fait. Eva, tu disais la famille. Alors, dans vos livres, on trouve aussi le lien à la famille, c'est important. Une grande source d'émotion, j'ai l'impression, ce qui se passe dans les familles. On passe du rire aux larmes dans ton roman, je vais dire ça comme ça. Est-ce que c'est un beau compliment? Oui, c'est un beau compliment. Moi, je suis très très famille, donc c'est vrai que j'appelle chez moi tous les jours, on se voit très très souvent, et donc la famille, c'est quelque chose qui me tient vraiment profondément à cœur, et donc on me dit souvent, tes 2 romans tournent autour de la famille, et je pense que c'est pas fini parce que c'est un sujet inépuisable pour moi. Et j'essaye du coup de faire rire, de faire pleurer, de mettre tout ce qu'une vraie famille vit, parce que c'est pas toujours rose, et en même temps il y a des moments très très drôles, et j'essaye de mettre de la réalité dans l'histoire de mes personnages. C'est pas tout blanc, tout noir, on rit, Exactement. on pleure, ça sent la réalité en fait. J'allais dire, je pense que dans toutes les familles, il y a des moments où on rit beaucoup, et puis des moments où c'est moins drôle, et où on est là les uns pour les autres, et donc pour moi la vie c'est ça, et donc j'essaye de remettre ça dans mes romans. Et ce sont des choses que tu as observées, des sujets dont tu as envie de parler. Donc la famille, c'est le thème un peu général. Mais ce qui s'y passe, comment tu choisis de quoi tu vas parler sans trop nous en dire, parce que c'est pas amusant sinon. Vous n'avez qu'à lire le livre. Pour celui-là, c'est vraiment très très compliqué. Oui. C'est un événement dans ma vie qui a fait que je me suis dit, il faut que j'écrive pour parler de ça, pour cette personne-là. Et donc ici, c'est vraiment l'élément déclencheur qui m'a poussée à écrire, mais si je le dis, je donne la fin du roman, donc non. Je vais pas le donner. C'est surtout voilà, le comment tu choisis, donc avec quelque chose que tu as vécu toi. Et ça fait quoi? C'est un bel outil d'écrire. Alors un livre où, pour les gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui écrivent des textes qui ne sont pas voués à devenir des livres, mais ça te fait du bien d'écrire sur un sujet, quel qu'il soit. On va pas vous en dire plus. Moi, j'ai commencé à écrire de façon thérapeutique parce que j'avais besoin de faire quelque chose qui me faisait du bien. Donc, j'ai commencé à écrire complètement par hasard. Et je pense que je continue. En fait, j'écris sur des sujets qui me tiennent à cœur. Je n'écris jamais en me disant « je dois écrire, de quoi est-ce que je parlerai bien ?» J'attends toujours d'avoir l'idée et de me dire « je vais écrire parce que j'ai envie de parler de ça ». Et donc, ça vient assez naturellement. Le sujet s'impose facilement. Et toi, Sabrina, le monde que tu décris en 2055, il est plutôt très moche, on va pas se mentir. Il reste la famille quand tout part en cacahuète, parce que Grace, elle rentre dans le bunker, entre autres, peut-être, pour cette raison. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a sa maman, il y a ses dettes. Tu disais, quand on rentre, on a plein de bonnes choses qui nous arrivent. Et donc, ce côté famille, est-ce que c'est important aussi dans ton livre ? Oui, Grace rentre dans le bunker elle dit que c'est pour elle, mais c'est avant tout pour sa maman, pour lui offrir une vie qu'elle a connue à un moment donné et qu'elle aimerait lui réoffrir à nouveau. Maintenant, contrairement au roman d'Eva, la famille n'est pas au centre du roman. On voit plus les amitiés qui vont développer derrière et les liens qui se créent entre personnes qui viennent
au final de tout coins différents, avec des vécus différents et qui créent entre eux des connexions. On joue plutôt sur ça, voilà, sur les connexions que des gens créent quand ils se retrouvent seuls dans un endroit. La famille de sang et la famille de cœur. Parce Voilà. qu'il y a beaucoup de gens dans ce bunker, et donc forcément, c'est une autre famille qui commence, mais pas le même genre. Et si vous voulez savoir ce qui se passe à l'intérieur de ce bunker, il y a une façon simple, c'est de lire le livre. Petite interlude, parce que les gens qui nous écoutent adorent ça, et moi aussi. Le petit moment de l'anecdote cocasse. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote sur votre parcours dans le monde trépidant des livres? Ça peut être avec des lecteurs, avec les éditeurs, dans un salon, dans une librairie. On voit Doro qui est toujours avec nous, ça peut être là-bas. Voilà, une anecdote, un truc qui vous a marqué dans votre parcours dans le monde des livres. Eva. Moi, la première qui me vient en tête, c'est au sujet des chansons. Donc, dans le premier roman, j'avais mis une chanson et j'avais mentionné le chanteur. Et puis, dans ce deuxième roman, j'avais mis des chansons aussi. Et Jean-Sébastien Pierce, 2 semaines avant de l'envoyer à l'imprimerie, il m'a dit « Mais est-ce que tu as l'accord de ces chanteurs-là » Je dis « Non, mais j'ai mentionné leur nom. » Il me dit « Mais ça suffit pas, il faut un accord tacite des chanteurs. » Sachant qu'il me fallait Jean-Jacques Goldman, Patrick Fiori et Camaro, je me suis dit « Ça va vraiment être compliqué. » Et donc, j'ai essayé de chercher un petit peu désespérément. Et puis, de m'a envoyé un mercredi à 17h45 un numéro en me disant « Tiens, c'est JRG Édition, je crois que c'est la maison de Jean-Jacques Goldman, essaye. » Je me suis dit, bon, 17h45, je crois pas, mais je vais quand même essayer. Je suis tombée sur un monsieur très sympa qui s'appelle Monsieur Grosbois et qui m'a dit, je vais pas pouvoir vous aider parce qu'il n'y a plus que moi dans les locaux. Donc, vous avez été dévié, je suis pas la centrale d'accueil, mais expliquez-moi et on verra bien. Et donc, j'ai expliqué mon problème et il m'a dit, en fait, je suis l'agent de Jean-Jacques Goldman. Donc, j'attends votre texte et je vous dirai. Et le lendemain à 9h, j'avais l'accord de Jean-Jacques Goldman pour utiliser sa chanson. Voilà. Mais c'est heureusement que JS est là, parce que est-ce que vous saviez, vous, dans le chat, qu'il faut l'accord des artistes? Moi, je ne savais pas. Je suis en train de me dire, oula, j'en ai mis un paquet. Et moi, je pensais que ça leur faisait plaisir. Très, très naïvement. Ça leur fait plaisir. Il y en a, Camaro demandait par roman plus que mes droits d'auteur, par exemple. Tu vois. Raison pour lesquelles sa chanson n'y est plus. D'accord, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ça lui fait très plaisir, mais c'est payant et c'est très cher. Ah oui, je trouve ça fou. Et juste pour le titre, alors? Pour le titre, c'est gratuit, mais il y avait un petit extrait de chanson que j'ai supprimé, du coup, parce que voilà, pour le prix qu'il demandait, c'était pas possible. J'ai envie de savoir combien. Bon, on en reparle. On peut. Ah ben, je peux te le donner, si tu veux. Ah, je veux bien, avec plaisir. Parce que ça... Il demandait 1,50 € par roman vendu. Waouh! Voilà. Il n'y a pas de petit profit, mes amis. Exactement. C'est choquant. Camaro, si tu m'entends, sérieusement. Et toi, Sabrina, une anecdote? Quelque chose que tu aurais vécu dans ce monde trépidant des livres? Ah oui, moi j'en ai une avec mon premier roman. Donc il y a une personne qui me l'avait acheté, voilà, que j'ai croisé 2-3 fois. Je savais que le personnage était un petit peu particulier. Il est psychologue, un peu kinésiologue également, et avec une personnalité assez spéciale. Donc il a lu mon livre et un beau jour j'ai reçu des messages de sa part en me disant qu'il avait apprécié et que suite à la lecture de mon livre, il avait fait une psychanalyse, donc ma psychanalyse, et donc il m'a envoyé je pense que tu es une personne comme ci, comme ça, que tu as vécu ci, que tu as vécu là. Je ne m'y attendais pas du tout. Du coup, je me suis toujours demandé si, en effet, dans les personnages qu'on écrivait, on y laissait une partie de notre personnalité, ou s'il avait tapé un peu au hasard comme ça, en psychanalysant au final le personnage et pas l'auteur qui est derrière. Et ça, dans ce qu'il disait, t'as reconnu des choses? Tu t'es dit, ah oui, quand même? Oui, quand même, c'était pas... il n'était pas trop loin de la réalité, donc ça m'a un peu perturbée, oui. Et donc tu as décidé d'arrêter d'écrire, et on l'apprend ce soir, c'est moche. Je me suis dit que j'allais écrire des livres feel good avec des personnages bienveillants. J'adore. Ouais.
Eh ben, s'il veut lire mes livres, bonne chance. Euh, Voilà. Tu n'es pas prêt pour ta psychanalyse, je crois, Fred. Tiens, mais, quoi, honnêtement, je trouve ça super intéressant et je me dis souvent qu'il faudrait, mais il va falloir se lever tôt, je crois, pour dénouer ce bordel. On parlait, il y a 2 semaines, on a fait une superbe table ronde sur la visibilité des auteurs et des livres en Belgique, Oui. mais notamment notre amie Dorothée qui est là. Euh, Hasard ou magie du calendrier, je ne sais pas. Vous êtes des romancières belges, c'est incroyable, hein, c'est pas beau ça comme coïncidence. Magnifique. Est-ce que vous pensez qu'on devrait ou qu'on pourrait être plus visible? Est-ce qu'il y a un souci, Eva, pour commencer? Alors en Belgique, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour promouvoir les auteurs belges. Moi, j'en découvre toutes les semaines et je suis assez surprise. Maintenant, je trouve qu'on est très cadenassé à la Belgique et j'essaye désespérément d'aborder le marché français. Et parfois, ça fonctionne pas mal. J'arrive à intéresser le libraire et puis ça fait toujours pareil en me disant « Ah oui, mais vous êtes belge, on n'avait pas compris ». Et donc, en général, ça clôt la discussion. Donc, voilà, le marché français est vraiment très compliqué à aborder. Et forcément, en taille de pays, en nombre de lecteurs, c'est quand même... je pense que ça change la vie une fois qu'un roman passe les frontières. Mais c'est très difficile. Et c'est parce que moi j'étais persuadé que le côté belge attirait les amis en France. On se disait que ça avait un côté plutôt sympa et qu'ils étaient Je crois que plutôt demandeurs. le Apparemment, touriste non. belge attire la sympathie, l'auteur belge beaucoup moins. Il y a beaucoup de librairies qui m'ont dit, mais vous savez, on a de très bons auteurs français, donc on n'a pas besoin des auteurs belges. Donc voilà, c'est compliqué. Ok. Et dans ce monde-là, tu as une maison d'édition sur mesure. Tu peux nous en dire un mot de cette Alors pour ce maison deuxième avec roman, laquelle tu on a travailles? travaillé en famille, parce que je réfléchissais à la meilleure façon d'éditer mon roman, que mon papa avait envie de nouveaux défis. Et donc il m'a dit, je vais t'éditer. Donc je pensais qu'il parlait d'auto-édition, mais non, il parlait vraiment de m'éditer. Donc il a monté la maison d'édition, il a fait la formation d'éditeur, et là, il reçoit des manuscrits. Et donc voilà, c'est vraiment le début d'une belle aventure familiale. Et t'as envie de lui dire quoi ce soir? Parce que J'ai c'était le envie de lui début dire d'une belle aventure. que travailler en famille, c'est incroyable, je trouve. Voilà, c'est vraiment une expérience que j'aime beaucoup. J'espère qu'elle continuera longtemps. Et pour toi, Sabrina, est-ce qu'on est assez visible? Est-ce qu'on devrait, est-ce qu'on pourrait l'être plus? Oui, je m'étais pas imaginé avant de commencer à écrire que c'était si compliqué en fait de faire découvrir ses écrits, de se faire connaître. Et pourtant, comme m'a dit Eva, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a que ce soit des libraires, des chroniqueurs qui essayent toujours de mettre les livres en avant et qui le font de manière vraiment super. Et malgré tout ça, ça a vraiment du mal à s'étendre, à toucher un maximum de gens. Les participations au salon aussi, voilà, soit on se retrouve parfois dans des gros salons où on est un peu noyé dans une quantité d'auteurs et que les lecteurs eux-mêmes ne peuvent pas aller vers tout le monde. Ici, dans la province de Luxembourg, il y a des salons maintenant qui se créent, mais il n'y en a pas énormément non plus. Donc, ouais, c'est pas évident. Et pourtant, je pense que c'est pas un manque de volonté de tenter de faire les choses. Mais ouais, c'est vrai que c'est parfois un peu décourageant. Et en parlant de C'est la faire les réalité. choses, il faudrait faire quoi selon vous? Imaginons, j'ai une baguette magique, la boîte peut accorder un vœu, pas de budget, soyons fous, déconnez pas quand même. Mais il faudrait faire quoi pour que ça aille mieux, pour vous aider, par exemple? Eva, tu aimerais quoi comme Moi, je vœu? crois que mon vœu ne serait pas très cher, ouvrir les portes des médias, des gros médias. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir pas mal de visibilité sur des comptes de chroniqueurs, sur des radios locales, etc. Mais la RTBF, par exemple, j'essaye désespérément depuis 3 ans d'obtenir une émission à la RTBF. C'est impossible, j'ai même pas de réponse à mes mails. Donc, je me dis, c'est dommage, en tant qu'auteur belge, je ne vais même pas recevoir une réponse
à mail demandant une émission. Je crois que j'ai écumé toutes les émissions possibles sur RTL et sur la RTB. Et ça marche pas. Et je me dis, quand je vois des romanciers qui passent au journal de 13h sur RTL, je pense que ça aide largement à lancer une carrière. Et pour toi, Sabrina, un vœu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je suis quelqu'un de très introverti, donc je ne me vois pas dans le journal de 13h. Mais voilà que peut-être, oui, au niveau des distributeurs, qu'ils essayent de pousser un petit peu parfois certains romans d'auteurs moins connus. Je ne sais pas trop comment ça se passe en fait quand les distributeurs passent dans les librairies. Est-ce que ils font plus la promotion de gros auteurs ou est-ce que c'est à l'appréciation du libraire ou... Mais peut-être que là, à ce niveau-là, ça pourrait aider. Donc plutôt au niveau de la diffusion, le commercial, voir un peu ce qui s'y passe. Oui. Eh bien, on serait ravis de le savoir. On va les inviter, tiens. Ouais, je suis chaud. Tu les invites et tu leur expliques qu'ce serait vraiment bien pour les auteurs belges. Ce serait pas mal, hein. J'ai une petite question. Je ne sais pas si c'est une question piège. Moi, j'aime beaucoup. Sabrina, c'est pour toi, la première. C'est parce que tu as dit que tu étais introvertie. Voilà. Donc je prends le piège. Complètement. Non, il y a aussi un piège pour Eva juste après. Non, c'est pas un piège, je plaisante juste pour faire peur. 2 fois rien. Non, c'est par rapport au livre d'Eva, à la place de Lou, est-ce que toi, tu chercherais à savoir ce que cache Pablo? Puisque oui. c'est une des parties... On peut pas vous dire quoi, sinon on vous gâche le livre, donc on le fera pas. Mais est-ce que toi, tu es curieuse? Est-ce que si tu étais Lou, tu chercherais à savoir ce que cache Pablo? Oui, clairement, je chercherais à savoir quel est son secret. Ils forment un couple, donc je peux me mettre à la place de Lou, qu'elle s'interroge et qu'elle cherche à connaître un peu plus sur l'histoire de son compagnon de vie. Donc oui, je me lancerai également dans les recherches. C'est un des aspects qui te plaît aussi dans les livres, en tant que lectrice, de chercher, d'être curieuse. C'est un des gros points forts du livre d'Eva. Vous qui allez le lire et vous jetez dessus, amis journalistes de la RTBF et d'RTL. Bonjour. Oui, on veut toujours essayer. On essaie toujours de découvrir avant de le lire réellement, si on se trouve dans le vrai. Donc, ça incite aussi à continuer à lire parce qu'on veut découvrir si ce qu'on pense va réellement se réaliser ou s'il va y avoir une tournure différente à un moment ou l'autre. Bon, Eva, question piège. Tu vois, elle n'était pas si piège que ça. Est-ce que tu serais entrée dans le bunker imaginé par Sabrina? Non, je crois pas. Moi, je suis une flippée de nature. Je n'aime pas aller où je ne connais pas. C'est vrai que même quand je voyage, je fais des recherches avant. Je déteste l'inconnu, je déteste le stress. D'autant plus dans un bunker. Pour moi, un bunker, c'est petit et c'est sombre. Et je n'aime pas ça, donc non, j'aurais jamais osé. Et en tant que lectrice, entrer dans des lieux dans lesquels tu ne serais pas rentrée en tant que personne, c'est quelque chose que t'aimes bien, ça? Oui, parce que je risque rien. A priori. Enfin, faut demander au monsieur qui a psychanalysé Sabrina si on risque rien, moi. Je peux pas vous dire. Mais c'est un des points forts, évidemment, du livre de Sabrina, c'est que on rentre quelque part où... là, tout de suite, on peut pas y rentrer parce que c'est beaucoup plus tard, mais un des points forts, moi, je trouve, de ce livre, et de ces 2 livres, eh bien, que va-t-on en retenir? Qu'aimeriez-vous que les lecteurs retiennent de vos livres, sans trop en dire? Eva, par exemple. Moi, j'aime bien quand on me dit que mes personnages ont marqué. J'adore recevoir des messages en me disant « J'ai fini le livre et il me faudra quelques jours avant de démarrer un nouveau parce que j'ai pas envie de quitter Lou et Pablo. » Voilà, c'est un compliment que j'aime beaucoup. Moi, j'avais pas envie de les quitter non plus en l'envoyant chez la primeur et donc j'aime bien quand on me dit ça. C'est dur de quitter des personnages quand tu écris? Oui.
Et toi, Sabrina, tu aimerais qu'on retienne quoi de ce livre pour une autre vie? Moi, j'adore quand je lis un livre d'allier le moment de divertissement, donc l'histoire qui est pure fiction, mais de découvrir aussi des nouveaux sujets. Que je prends comme exemple, j'ai lu le livre d'Olivier Norek, Entre deux mondes, qui allie une fiction, mais qui se passe dans la jungle Calais. Et le fait de lire des livres comme ça me pousse après à aller m'intéresser à des faits d'actualité ou à des choses et d'autres. Et donc, ouais, en lisant le livre, j'espère que les gens, ça les insiste aussi à aller s'intéresser un peu plus sur tel ou tel sujet qui est décrit. Alors, le moment que j'adore et que tout le monde adore. La question à l'autre invité. Eva, as-tu envie de poser une question à Sabrina? J'en ai préparé plein, j'aurais dû les noter. Je cède mon tour et je réfléchis, je vais en retrouver une, c'est sûr. Sabrina, as-tu envie de poser une question que tu aurais notée à Eva? Ouais, oui. Je suis sûr que tu as préparé, je sais pas pourquoi. Une intuition. Tu as Oui, bien j'en ai préparé. quelques-unes. Mais du coup, tu as dit tout à l'heure, Eva, que tu écrivais des livres feel good pour pouvoir t'évader. Mais quand tu lis des livres, est-ce que tu ne lis aussi que des feel good ou alors tu lis un peu toutes sortes de genres littéraires? Ça m'arrive de lire autre chose par curiosité. Maintenant, j'ai besoin que ça finisse bien pour mon moral et donc c'est vrai que je suis une grosse consommatrice de feel good principalement. Maintenant, feel good, ça peut être des choses très difficiles dedans, mais il faut en tout cas que ça termine sur une... Pour moi, le feel good, c'est terminer sur une note positive. Donc voilà, j'aime bien les livres qui finissent avec un petit sourire aux lèvres. Et du coup, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans l'écriture de tes romans? Pour une autre vie, justement, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'écrire parce que je n'avais pas mon plan qui était bien ficelé dès le départ. Donc, je me suis lancée dans une direction, j'ai dû bifurquer vers une autre et c'est ça qui a été le plus difficile, si bien qu'à un moment, j'ai mis le livre à l'arrêt et j'ai refait un plan bien détaillé pour savoir vers où j'allais pour pouvoir le finir en bonne et due forme. Voilà. La personne en lumière. Enfin, j'adore faire ça. Dans votre parcours, à toutes les deux, vous avez croisé de nombreuses personnes, je n'en doute pas une seconde. Si vous vouliez en mettre une en lumière ce soir, c'est tout à fait subjectif et ça ne dit pas que les autres ne sont pas merveilleuses. Mais vous choisiriez qui, pourquoi, un petit mot à adresser à quelqu'un, au passage, ça fait toujours du bien. Et là, je vous vois en perdition totale et ça me fait beaucoup rire. Et je vais dire... je vois pas laquelle est la plus prête. Et ça, c'est très bizarre. Eva. Ah, j'en ai 3. Je peux vraiment en dire qu'une? Sauf si tu vas très vite. Alors, 2 libraires. Ok, 2 libraires. Doro, qui est incroyable et qui est devenue une amie plus qu'une libraire depuis la sortie du premier. Et les libraires de chez Petit Bouquin à Herve, qui sont aussi une librairie incroyable et qui aide vraiment à la promotion de mes romans. Et la troisième, je dirais Mélissa d'Acosta, qui a quand même changé ma vie d'un point de vue littéraire. Parce que je l'avais contactée en me disant « Est-ce que vous ne voudriez pas lire mon roman ?» En me disant « Elle ne me répondra jamais, mais c'est pas grave. » Et elle m'a répondu en me donnant le nom de 5 plus gros chroniqueurs qu'elle a contactés en disant « Il faut lire le livre d'Eva ». Et donc, ils l'ont fait, ils en ont fait des coups de cœur sur les réseaux. Et c'est vrai que ça a vraiment changé mon aventure. Donc, c'est la troisième. Parfois, il faut y aller au culot. Hein. Exactement. Les amis de la RTBF ou d'RTL, au passage. Si Mélissa d'Acosta répond aux mails, vous pouvez le faire aussi. Enfin, je sais pas. On est d'accord. Et au passage, Dorothée, on peut la retrouver où? C'est quelle librairie? Alors, Dorothée, c'est la librairie de l'avenue Compère à Grivnier. Et si vous n'êtes pas loin, il faut absolument y aller. Et toi, Sabrina, est-ce que tu vas m'arnaquer et mettre plein de gens en lumière aussi? Si je pouvais, oui, j'en citerais beaucoup. Parce que c'est pas évident d'en donner plusieurs. Mais si je devais en citer une, ce serait
Ma mère, en fait, qui a été ma première lectrice. Parce que au début, quand j'ai commencé à écrire, je le faisais un peu en cachette. Je n'osais pas le dire. Je ne m'imaginais même pas que mon livre serait publié un jour. Et donc, il faut choisir une personne de confiance pour lâcher son texte. Et donc, voilà, c'est vers elle que je me suis tournée et qui m'a donné le premier avis positif. Et c'est ce qui m'a poussée à vivre l'aventure après. Donc voilà, s'il faut en dire qu'une, c'est elle la première. Après, évidemment, il y a toutes les rencontres qu'on fait dans les salons, que ce soit autant les lecteurs, les auteurs aussi, avec qui on partage des bons moments, tous les chroniqueurs, les gens. Voilà. C'est une belle aventure dans laquelle on rencontre plein de chouettes personnes avec toutes des personnalités différentes. C'est un monde que t'aimes bien. C'est plein de monde. Oui. Ça fait plein de monde. Tu m'as arnaqué, oui. C'est pas grave. C'est avec grand plaisir. Quels sont vos projets respectifs pour les mois à venir, Sabrina? Qu'est-ce que tu fais dans les prochains mois? Tu écris? Tu es sur des salons? Niveau salon, je pense que je n'ai rien de prévu dans les prochaines semaines. J'ai un roman pour lequel je viens de finir l'écriture. Il est chez quelques bêta-lecteurs et en revue orthographe. Donc j'attends un retour par rapport à ça pour pouvoir passer à l'étape suivante. On sait déjà de quoi ça parle? Je suis obligée de te le demander. On n'est plus dans un roman noir ni policier. Ça rejoint un petit peu le type. Le feel good. Oui, voilà. Quand j'ai lu ton livre, en fait, Le doux parfum de l'immortel, je me suis dit que voilà, on était plus dans ce type d'histoire. Et voilà, après, je n'en dirai pas plus sur l'histoire pour le moment. Peut-être dans les prochains mois, vous aurez la chance de le découvrir. Et donc, n'hésitez pas à suivre Sabrina Tabar sur les réseaux sociaux. C'est là que vous aurez plein d'infos, le moment venu. Et puis, tu reviendras nous redire bonjour à l'occasion pour en parler. Et toi, Eva, bon, à part une grève de la faim devant les bureaux de la RTBF. J'y pense. Quels sont tes projets pour les mois à venir? Un roman pour l'été 2025, normalement. Et on va avoir l'adaptation de La Trace des Étoiles en album jeunesse, prochainement. Voilà. Prochainement, très prochainement ou... On n'a pas encore la date, mais oui, normalement, prochainement. Je pense que Mélissa d'Acosta va être contente. Très très beau projet. Et c'est toi qui as tout adapté? T'as changé le texte? On a changé le texte pour se baser uniquement sur l'histoire d'Esteban pour simplifier l'histoire. Et c'est une jeune illustratrice parisienne qui a illustré l'album. Voilà, Sabrina parlait des belles rencontres. Je l'ai rencontrée en essayant désespérément de déposer mes romans dans les librairies parisiennes. Et puis ça a collé. En rentrant, je me suis dit, mais j'aurais dû lui demander. Donc j'ai rappelé la librairie pour avoir son nom. Je l'ai appelée et elle était partante. Et donc voilà, on a démarré le projet comme ça. Au culot. Au culot de nouveau. Est-ce qu'on peut connaître son nom? Ça fonctionne. C'est secret. C'est Amandine de Infime Infini. Eh bien, on en reparle aussi. J'aime bien. Avec plaisir. Tu nous diras quand ça sort et on fera avec plaisir. Un petit quelque chose. Je vois que le temps file déjà. Pour une fois, tu étais libre le jeudi et ça c'est beau. Mais on va quand même aller dormir un moment. Je vais vous laisser le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte qui était la vôtre en duo. Que souhaitez-vous nous dire pour conclure votre passage parmi nous? Sabrina, j'ai envie de commencer par toi. Maintenant que tu as bu un peu d'eau. Moi, je voulais dire merci pour l'invitation, pour ce moment agréable, pour la mise en avant également du roman. Et donc, je voulais dire que c'était vraiment un moment sympathique et que je reviendrai bien volontiers si on m'en laisse une nouvelle fois l'opportunité. Je pense que oui. Et merci à Eva pour ce duo. Avec plaisir, merci à toi.
J'ai un doute, je sais plus qui l'a proposé, mais je pense que c'est toi, C'est Sabrina, Sabrina. qui a Oui. proposé. Oui. Quelle Oui, bonne oui. idée. Et donc merci pour cette très bonne idée. J'avais ça en tête. Et toi, Eva, quel sera ton mot de la fin pour ce soir? À mon mot de la fin, je trouve qu'au niveau dress code, on est au top avec nos rayures tous les trois. Non, je déconne. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir aussi de revenir dans la boîte. Et c'est toujours un énorme plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, je n'ai pas vu le temps passer. On en a pour tous les goûts. Le doux parfum de l'immortel. Est-ce que vous savez ce que c'est l'immortel? Bah vous irez chercher, ou alors vous lirez le livre, c'est encore mieux. C'est Et encore puis, mieux. c'est encore mieux. Et puis, pour une autre vie, avec cette couverture énigmatique et ce petit saut dans le temps et ce bunker plein de surprises aussi. Mais n'hésitez pas à vous jeter dessus. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous ce soir pour la reprise de la boîte après un petit congé fort sympathique dans lequel j'ai pas arrêté de bosser. Hein. J'espère que vous avez passé un très très bon moment. Je vous dis à très bientôt à toutes les deux. Et puis nous, on va aller faire le tour de l'agenda de la semaine prochaine. On ne s'arrête plus. Et puis on raccrochera pour aller bouquiner. Parce que j'ai plein de livres à Merci lire. beaucoup, Fred. À très très À bientôt. bientôt. Bonne soirée, à bientôt.